Précédemment dans Superstream, la série phénomène adolescence est-elle surcotée ? C'était l'objet de notre grand débat du mois dernier et votre verdict est sans appel. Vous êtes 67% à ne pas avoir aimé le programme de Netflix et à être donc d'accord avec notre journaliste Cédric Choucroune. Serez-vous de nouveau d'accord avec nos invités du mois ? Le défi s'annonce immense. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est pour sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Superstream. Bonjour à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous mensuel avec Superstream, le podcast de télé-loisirs consacré au programme de streaming. Ce mois-ci, on vous propose de retomber en enfance sur Netflix avec le retour d'un héros irréductible et incontournable. Et puis, on vous fera voyager avec la nouvelle saison d'une série qui divise. Mais avant cela, on va passer au crible les sorties de ces dernières semaines avec nos chroniqueurs Marc Carlin, Émilie Lopez et Stéphanie Fuseau. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Hello. Alors c'est assez rare dans Superstream, mais ce mois-ci, nous ne sommes qu'amour. Et oui, on a eu beau chercher, on a chacun eu envie de présenter un coup de cœur, pas de coup de gueule donc ce mois-ci. Et on va commencer par toi Marc, avec une série qui promettait de nous faire rire. C'est sur Apple TV+, que ça se passe. Tout à fait. Moi, j'aime beaucoup les fictions qui parlent du coulisses du cinéma, des coulisses des séries, etc. Récemment, on a eu The Franchise sur Max, qui était vraiment sympa, sur le tournage d'un film de super-héros, avec bataille d'ego, d'acteurs, assistants réalisateurs dépassés, producteurs cyniques, enfin tout ce qu'on aime. Malheureusement, la série a été annulée après une saison. J'espère que ce ne sera pas le cas de The Studio, qui est donc la série de Apple TV+, avec Seth Rogen en tête d'affiche. Et là, on est dans la peau de Matt Remick, qui est un assistant, un exécutif, comme on dit, producteur, fraîchement promu à la tête d'un studio de cinéma. Un studio de cinéma fictif, je précise, qui s'appelle La Continentale. Et en gros, il arrive avec des rêves de grands films dans la tête. Il veut faire son Rosemary's Baby, son Annie Hall et tout ça. Il se retrouve à faire un blockbuster sur un personnage inspiré d'une friandise américaine qui s'appelle le Kool-Aid. Il essaie d'embarquer Martin Scorsese là-dessus. Donc c'est assez drôle. Il y a beaucoup de guests. Il y a Scorsese, il y a Charlize Theron, il y a Olivia Wilde, Zac Efron, Bryan Cranston. Enfin, Ouais. voilà. C'est assez... en termes de... Il y en a de 48, guest list, si je les ai impressionnant. comptés. Ouais. Et c'est super drôle, c'est très très rythmé. C'est presque un peu trop parfois. C'est-à-dire que le rythme est vraiment très effréné. On peut pas trop le binger, quoi. C'est un peu genre, waouh, ok, je vais un peu prendre de la pause avant de passer à l'épisode suivant. Voilà, il y a plein de références à des films pour les cinéphiles, c'est un vrai régal. Mais c'est quand même très accessible. Je trouve qu'il y a un côté un peu 10% aussi. C'est-à-dire qu'il y a le côté, tu vois, l'envers du miroir. Et puis aussi, c'est une satire. Donc il y a beaucoup d'humour. Ça donne pas forcément envie de bosser à Hollywood. Très franchement, ça a l'air assez horrible en fait. Ça a l'air d'être plus une machine à broyer des rêves qu'à les concrétiser. Mais voilà, c'est très très sympa. 10 épisodes de 30 minutes, 30-35 minutes. Voilà, The Studio sur Apple TV+. Alors Émilie, comme d'habitude, un peu changement d'ambiance avec toi. Tu vas nous parler d'un documentaire qui a fait beaucoup parler sur Netflix. Oui, moi je tenais à parler du documentaire qui s'appelle De Rockstar à tueur le cas Quentin, qui est disponible sur Netflix, qui a été fait notamment par Anne-Sophie Jeanne, qui est une journaliste du Point, qui à l'époque avait sorti un grand article sur l'affaire Quentin, où elle s'était pris pas mal de tombereaux de merde, hein, je suis désolée pour l'expression dans la tête. Par la suite, elle a fait un livre qui est bouleversant, qui s'appelle Désir Noir. Et là, pardon, elle revient donc avec, notamment elle, avec ce doc en 3 épisodes d'une quarantaine de minutes, qui revient non seulement sur le meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat, le traitement médiatique à l'époque, qui est absolument, avec le recul, déplorable, gerbant, tout ce que vous voulez. Je vous rappelle qu'à l'époque, on parlait quand même de drame passionnel. On disait le pauvre Bertrand, et en vrai, Marie, elle était un petit peu faux-folle. On découvre aussi les rapports de Bertrand Cantat avec son ex-femme, qui, elle, avait témoigné pour lui au procès. C'est un doc qui est extrêmement bien fouillé, avec beaucoup d'intervenants, dont Lio, qui à l'époque avait fait le tour des plateaux pour rappeler que non, Marie Trintignant n'était pas morte d'un crime passionnel, mais d'un homme violent qui l'avait massacrée. Donc je suis contente qu'aujourd'hui on puisse enfin redorer un peu l'image de Lio, qui s'est retrouvée complètement bannie et insultée et méprisée à l'époque, et qui en fait est l'une des plus grandes femmes qui existent avec le recul. Merci Lio d'avoir porté la voix de Marie Trintignant, et surtout merci à Anne-Sophie Jeanne d'avoir fait
de cette affaire. Elle a utilisé tous les moyens possibles d'en parler et de rappeler que oui, Marie Trintignant a été tuée. Elle n'est pas juste tombée, elle a été tuée par une trentaine de coups. Et elle l'a fait à l'écrit, elle l'a fait dans un doc qui a eu une grande résonance. Et il faudrait plus de journalistes, pardon, je suis émue, comme Anne-Sophie Jeanne, pour raconter ces histoires et raconter de la vraie façon et rappeler que Marie Trintignant est une victime. Voilà. Marc, je crois que tu as vu le doc aussi et que tu as eu l'occasion de t'entretenir avec Anne-Sophie Jeanne. Exactement, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec elle. Je précise qu'elle a aussi fait un livre qui s'appelle Désir noir. Oui, je l'ai dit. Ouais. Voilà, je ne sais plus si tu l'avais dit. Alors, elle assume complètement la forme du doc. Il y a eu des critiques sur la forme, c'est-à-dire sur le montage, qui est très cut, très doc Netflix en fait. Très doc Netflix. Voilà. Et le fait de se mettre elle-même en scène, puisqu'on la voit, elle fait à la fois la voix off, elle est coréale et elle apparaît aussi à l'image. Elle assume complètement. Elle dit pour le montage, on a voulu faire une série doc Netflix, pas un reportage télé. Donc il y a certains cahiers des charges et des choses qu'on assume pour plaire au plus grand monde et au plus grand nombre, et aussi attirer peut-être les plus jeunes qui ne connaissent pas l'histoire, voilà, et qui ont peut-être besoin de cette forme true crime pour un peu être intéressés par l'histoire au début. Ce que je trouve très fort dans le doc, c'est les archives, notamment les auditions de Bertrand Cantat en Lituanie, où tu vois vraiment que déjà entre sa première audition et sa deuxième, il change de version. Il y a une certaine désinvolture, des fois, dans des réflexions qu'il a, qui est assez choquant. Et effectivement, comme tu disais, Émilie, on voit tout le traitement médiatique de l'affaire à l'époque, qui était quand même vraiment très limite pour certains médias. Donc, elle se positionne en disant, moi, je ne veux pas forcément blâmer les médias de l'époque. C'était une époque, on parlait moins du féminicide, on parlait moins de ces choses-là. Effectivement, le test du crime passionnel a été beaucoup mis en avant par le clan Bertrand Cantat et du coup a un peu infusé comme ça les médias. Mais c'est comme ça, on n'avait pas forcément le contrepoint par rapport à ça. Et aujourd'hui, avec le recul, on peut justement l'avoir, quoi. Et quand on voit les interventions, notamment de Pascal Nègre, qui encore aujourd'hui parle d'accident, je me dis que ce doc est vraiment nécessaire. Il faut que le plus grand nombre le voit, en fait. On parlait d'adolescence en disant que le gouvernement anglais voulait le montrer dans les écoles. En fait, montrer ce doc dans les écoles aussi, pour montrer ce que c'est que les violences conjugales. Et sur l'audition, donc c'est un document de 7 heures que Anne-Sophie Jeanne a pu visionner en intégralité. Elle m'a dit qu'elle avait vu 2 fois pour vraiment bien analyser les images. Alors évidemment, il n'y a que quelques minutes dans le doc. C'est un document, a priori, qu'elle a eu beaucoup de mal à obtenir par des sources qu'elle n'a pas voulu divulguer, évidemment. Donc c'est quand même un travail aussi, je crois que ça a duré 4 ans. Voilà, un vrai travail d'enquête. Moi, je trouve que c'est presque, tu vois, 3 épisodes de 40 minutes, c'est presque pas assez. Et mais après, bon, c'est comme ça, c'est le cahier des charges et c'est la façon dont Netflix, je pense, a voulu commander le doc. Mais il y aurait presque envie d'en voir plus, quoi, pour comprendre encore plus les mécanismes. Et surtout, on voit effectivement avec toute l'histoire de Christina Radi, donc son ex-femme, à quel point c'est un homme violent, quoi. C'est pas juste effectivement, comme tu dis, un accident ou une affaire. C'est des affaires, Bertrand Cantat, c'est pas une affaire. Ouais. Donc c'est un doc très fort. Alors, on va revenir à la fiction, cette fois avec ton coup de cœur, Stéphanie. C'est une série qui revient qui revient sur Netflix et qui revient pour des adieux. Oui, c'est Les Adieux de You. Une série que j'adore depuis le début, qui a été pas mal critiquée dès le début aussi pour son anti-héros, pour les thèmes qu'elle aborde. Moi, cette dernière saison, j'en suis plutôt contente. On peut dire que ça commence comme un conte de fées, que ça se poursuit comme un thriller complètement rocambolesque et que ça se termine comme un film d'horreur. Donc, il y a un peu de tout, c'est très fourre-tout. Dans les points positifs, comme toujours, c'est la narration. Le monologue est super drôle, il y a vraiment du cynisme. Et ce qui est intéressant, c'est que ça te fait vraiment rentrer dans la santé mentale de quelqu'un qui ne va pas bien. Et donc, on comprend le cheminement qui fait qu'il est dans le déni, en fait. Nous, on comprend qu'il va se tromper, qu'il ne va pas sur la bonne personne, que ce n'est pas pour ça qu'il fait ça. Et en même temps, lui ne le comprend pas et je trouve ça intéressant. Après, ce qui m'a un petit peu perturbée, c'est que j'ai l'impression que les auteurs nous font porter la responsabilité de ce qu'ils ont voulu nous faire aimer dans cette série. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu moralisateur. C'est-à-dire qu'il cherche à atténuer un peu le fait que ce personnage soit sympathique.
Donc, dans la série, et tous ceux qui vont le voir, je pense, vont avoir cette impression-là. Il est de plus en plus flippant, de moins en moins sympathique, assez effrayant, plus réaliste quelque part. Et donc, c'est un. Et je pense un revirement, du coup, par rapport Ouais, je trouve que c'est un petit revirement qui correspond à ce qui s'est passé dans la saison 4, au fait que lui a compris qu'il avait une double personnalité et que finalement, il assume le fait d'être quelqu'un de mauvais. Et donc, cette saison-là, elle part sur ce principe-là, qu'il sait qu'il est mauvais et qu'il continue quand même à l'être. Et donc, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un comme ça ? C'est un peu la question que pose la série. Et c'est la question que pose le final, sans divulguer trop de choses. C'est pas le final, moi, que j'aurais aimé, mais je trouve que c'est un final très intéressant, parce qu'il pose plein de questions, à la fois sur le personnage, sur les histoires, sur nous, notre regard sur ce genre de personnage. Moi, j'adore les anti-héros. J'ai pas envie qu'ils disparaissent parce que je trouve que c'est les personnages les plus riches des séries. Voilà, je trouve qu'on a le droit d'aimer Tony Soprano sans après vouloir tuer toute la planète. Ou Dexter. Ou Dexter. Et je trouve qu'il y a un côté exutoire à avoir ce genre de personnage, que c'est très fun en fait. Et cette série, ce qui je pense peut plaire aussi aux spectateurs, c'est qu'il y a un côté très fun. C'est-à-dire que le spectateur, il joue avec Joe, il nous donne des indices, nous on se dit tu vas faire ça, cette nana, elle va faire ça, etc. Des fois, on est surpris, des fois, on a raison. C'est vraiment comme un petit jeu, c'est très ludique. Et en même temps, il y a toute cette part de réflexion. On se dit, ok, ouais, pourquoi j'aime ça ? Pourquoi lui, je l'aime ? Pourquoi je l'aime pas ? Voilà. Donc, c'est hyper intéressant, hyper riche, hyper dense. Et comme je disais, même si c'est pas la fin que j'aurais souhaité, je trouve que c'est une fin intéressante qui amène à beaucoup de réflexion. Et je pense que ça plaira. Ben moi, je vais vous parler pour finir d'une série qui vient de revenir également sur Netflix. C'est la saison 7 de Black Mirror, la série de science-fiction, la série dystopique qui interroge le rôle des nouvelles technologies et les conséquences qu'elles peuvent ou qu'elles pourront avoir sur nous. Donc ça vient de revenir et je trouve que comme d'habitude la série nous cueille. Charlie Brooker, le créateur, nous prouve encore une fois à quel point il est inventif, non seulement pour parler des nouvelles technologies, mais aussi pour les intégrer de manière vraiment très fine dans des histoires. Et en fait, on s'attend à voir une série de science-fiction, mais là où je trouve que Black Mirror est la plus forte, c'est justement quand elle va pas sur de la science-fiction pure et de la dystopie pure, avec des choses trop poussées, trop nouvelles technologies, des robots, etc. Mais au contraire, quand elle les intègre dans des histoires les plus humaines et les plus émouvantes possibles. Et en ça, je pense que le premier épisode de cette saison, qui s'appelle Des gens ordinaires, c'est un des meilleurs exemples de la série. Et pour moi, d'ailleurs, je pense que c'est un des meilleurs épisodes de la série aujourd'hui. Voilà, si on s'arrête sur cet épisode en particulier, ça raconte l'histoire d'un couple. Elle est institutrice, il est ouvrier dans une usine. Il roule clairement pas sur l'or. Et un jour, elle se retrouve avec un grave problème de santé qui fait que il se retrouve confronté à un choix. Pour la sauver, lui implanter un espèce de système électronique, informatique, qui va la sauver. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va y avoir des conséquences parce que ce système, ok, il est révolutionnaire, ok, lui sauve la vie, mais ils mettent le doigt dans un engrenage qui fait qu'ils vont devoir dépenser de plus en plus d'argent. Et là-dessus, ici, il y a quand même même si la série a beau être sur Netflix, il y a quand même aussi une critique de toutes les plateformes de streaming et ce genre d'entreprise. Ouais. Et l'épisode est absolument bouleversant. Voilà, avec Rashida Jones, Chris O'Donnell et Tracy Ellis Ross. Moi, c'est un des meilleurs épisodes de cette saison 7. Une saison 7 qui, bien sûr, est aussi, comme d'habitude, très variée, avec des univers très différents. On a plus de la science-fiction avec la suite de USS Callister, un peu à la Star Trek. On a un épisode un peu sur l'âge d'or hollywoodien, avec une partie en noir et blanc, Hôtel Rêverie. Steph, je sais que tu l'as vu. Toi, il y a un épisode en particulier qui t'a marqué, peut-être ? Moi, USS McAllister, parce que j'avais adoré la première partie et que je suis une Trekkie. Mais ce que j'adore dans cette série globalement, c'est que c'est concernant, en fait. C'est-à-dire que c'est des choses qui nous parlent, qu'on voit évoluer sous nos yeux là et qui nous font réfléchir à ce que ça pourrait devenir. C'est pas du tout, comme tu le disais, de la SF. Et il y a des choses, je pense, qui pourraient nous aider à utiliser des outils différemment ou à se projeter dans des questions comme l'épisode dont tu parlais. Voilà, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Donc, c'est une série qui est importante et qui apprend beaucoup de choses. Et ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il se joue de nous aussi. Parce qu'il y a un épisode, en fait, où il y a un détail qui est différent. En fait, en fonction de Bête Noire. Ouais, exactement.
où il y a un petit détail, c'est un détail qui est important dans l'histoire et qui est différent selon qui regarde l'épisode. Oui, et puis ils ont aussi sorti un jeu vidéo basé sur le jeu vidéo qu'on voit dans l'épisode de Simple Jouet avec Peter Capaldi. Donc il y a aussi tout un univers et c'est en ça aussi que la série, à la fois Netflix et Charlie Brooker ont réussi à monter tout un univers autour de la série. Je trouve qu'ils font comme si on faisait partie de la série. Ouais, totalement. Et du coup, ça, c'est très agréable en fait. Et on va changer de registre avec le premier parti pris du mois. Voilà, c'est une série très attendue sur Netflix également, avec un héros particulièrement franco-français, gaulois. Elle fait partie des séries les plus attendues de l'année sur Netflix et des plus gros projets français pour la plateforme. 23 ans après le succès d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui avait réuni plus de 24 millions de spectateurs au cinéma dans le monde, Alain Chabat s'attaque de nouveau à Astérix avec une série animée cette fois. Astérix et Obélix, le combat des chefs. Notre journaliste Thomas Détouche a relu toute sa collection d'albums. Il est d'ailleurs venu avec l'album en question sous le bras. Il était prêt à rire et puis, pas tant que ça finalement. Bonjour Thomas. Bonjour. Tu spoil un petit peu quand même. Alors moi j'ai grandi avec Astérix, comme beaucoup d'enfants de ma génération et d'autres générations. Je continue à acheter en fait les BD à chaque sortie. J'ai toujours regardé les adaptations, qu'elles soient en animation ou en live. Il y a un premier constat d'ailleurs, il y a assez peu d'adaptations qui sont finalement réussies. Si on regarde un petit peu tous les films live et animés, celle qui est vraiment au-dessus du lot, c'est bien évidemment Mission Cléopâtre de Chabat. Et donc moi quand j'apprends que Chabat revient à Astérix après Mission Cléopâtre, je peux que me réjouir et être excité. D'autant plus qu'il ne fait plus du live action, mais de l'animation. Donc là, il y a un autre défi qui est vraiment intéressant à voir. Et donc, deuxième constat, son combat des chefs est une vraie réussite. C'est une réussite. Les 5 épisodes sont... La direction artistique est absolument dingue. La réalisation est inventive. Le casting vocal est ouf, mais vraiment de ouf. Alors, mention spéciale à Chabat, qui fait Astérix, à l'Ermite qui fait un Panoramix. Sur le papier, c'est quand même assez étonnant. L'Ermite qui fait Panoramix, et ça fonctionne de dingue. Et les ajouts que Chabat fait justement au combat des chefs, en fait, sont vraiment réussis. De ce point de vue-là, c'est une réussite. Mais, je vais citer la comédie musicale Roméo et Juliette, mais il y a un mais. On sourit beaucoup. Mais finalement, on rit assez peu. Et pour la petite histoire... J'ai dit on sourit beaucoup, mais on rit peu. Pour la petite histoire, je suis allé voir les 5 épisodes avec ma fille, donc de 8 presque 9 ans. Coucou Greta. Et en fait, en l'observant, en la regardant, en l'écoutant, en fait, elle souriait beaucoup aussi, mais elle riait peu. Et autre chose, en projection de presse, alors c'est pas les ambiances les plus détendues, on est toujours un peu sérieux, mais ça riait aussi peu. Donc vraiment, en fait, il y a un constat, c'est une vraie réussite à tous les étages, mais c'est pas aussi bidonnant que Mission Cléopâtre. Voilà. Spoiler, je suis d'accord avec Thomas. Eh oui, Émilie, je suis désolée, on va plus être copines. Moi non plus, j'ai pas beaucoup ri alors que je me bidonnais devant Mission Cléopâtre. Voilà. Peut-être que nos attentes étaient trop hautes, je ne sais pas. Allez, Émilie, c'est toi qui vas avoir la parole en premier. Non, mais vraiment, je vous comprends pas. Et avec tout le respect que j'ai pour tous les deux, vous le savez très bien, je pense que je sais pas, vous n'étiez pas réveillés, vous vous trompez complètement. Déjà, je tiens à dire que je pense que jamais dans l'histoire du cinéma, quelqu'un a ri à une projo presse. Le journaliste arrive et toujours il se dit ça va être de la merde. Ah, quand même. Et donc du coup, non, c'est très très rare. Moi, j'en ai fait pléthore, mais vraiment, c'est rare quand j'ai entendu des journalistes rire. Le journaliste ne rit pas. Tu vois, c'est un constat. Et tu es d'accord avec moi? Alors, je suis d'accord sur ce constat. J'ai vu des projections de presse, j'ai assisté à des projections de presse où ça rigolait. Par contre, juste un truc, cette projection de presse était ouverte aux enfants. Donc, ma fille n'était pas la seule. Oui, ça aurait pu plus rire dans la salle. Et ça riait assez peu. Et les enfants, en fait, ils s'en fichent de savoir que c'est un journaliste qui part en fait avec l'esprit un peu borné, genre, attention, c'est une comédie, c'est pas bien. Non, les enfants ne riaient pas beaucoup. Ah non, mais moi, franchement, j'ai ri fort. J'ai ri tellement que j'étais obligée de faire pause à certains moments parce que je riais trop fort, du coup, j'entendais plus. Et surtout, j'ai ri parfois. C'est gênant. Non, mais je vous jure, c'est vrai. Tout le monde, ceux qui me connaissent savent en plus que j'ai un rire très discret. Pas du tout. Les auditeurs, le savent aussi, je pense. Depuis le temps. Et parfois, j'ai même ri à retardement. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné... le temps que ça monte au cerveau. Oui, quoi. Exactement. Donc, dans la potion magique, il met du homard et de la fraise. J'ai mis quelques minutes à comprendre que c'était homard et Fred. Homard et Fred. Il y a plein de trucs très ingénieux. Et en fait, j'ai envie de la revoir une deuxième fois pour voir toutes les vannes que je n'ai pas vues, exactement comme pour Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre, je l'ai vue 3 milliards de fois.
mais je sais que j'ai encore raté des trucs. Et il y a plein de petites choses. Tu parles pas non plus de la mère de César, qui est doublée par Jérôme Commandeur, qui est... Oui, Jérôme Commandeur, il peut tout faire, qui est extraordinaire. Il y a quelques vannes, genre c'était les années moins 70 pour raconter en fait un truc où les gens étaient un peu débridés. Je trouve ça en plus extrêmement tendre. Tout le premier épisode sur... je peux le dire ? Oui. Tout le premier épisode sur la jeunesse de Astérix et Obélix, c'est mignon, t'es comme ça, c'est trop bien. Et pour moi, c'est une pure réussite. J'avais envie d'en avoir plus, j'ai envie de le revoir, j'ai envie de dire à Alain Chabat, je vous aime, et faites plus de projets. Je crois que tu lui as déjà dit dans un autre épisode. Je lui dis épisode. à chaque fois que j'en ai l'occasion. Et Ben Houillon, qui est le co-auteur, qui est formidable, qui est d'une drôlerie et d'une mignonnerie pas possible. Vraiment, tous les deux, continuez à faire plein de projets et faites-nous rire et donnez-nous du bonheur. Les aventures de Panono, c'est hilarant. Alors, mais encore une fois, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. J'étais bien réveillé à la projet presse. Mais tu vois, par exemple, le gag c'était les années moins 70. Il y a un personnage qui dit, mais moins 70 par rapport à quoi ? Oui. Bah tu vois, je souris, tu ris. Voilà. Je trouve ça extrêmement intelligent. J'ai pas d'humour, j'ai pas de cœur. T'as pas d'humour, moi j'en ai. Non mais en fait, c'est extrêmement subtil, c'est extrêmement bien écrit, c'est fin. Dans la drôlerie, c'est fin. C'est pas hilarant. Ouais. Stéphanie, est-ce que tu as ri ? Alors, moi déjà, à la base, je suis pas une grande fan d'Astérix, que je connais depuis toute petite aussi, mais parce que, en fait, j'ai toujours été un petit peu dérangée par ce côté un peu franchouillard. C'est un autre sujet. Mais en même temps, j'avais une certaine fierté à me dire, bah ouais, les Gaulois et tout. Et en fait, j'ai eu une bonne surprise parce que j'aime les dessins. J'aime beaucoup les voix, effectivement. Je trouve que c'est super aussi de transmettre ça aux futures générations, que ça continue d'exister, parce que la BD ne suffit pas. C'est des personnages qu'on adore, qui sont attachants, et ça, on le retrouve aussi dans cette série qui est très mignonne, je suis d'accord, qui est très touchante, en fait. Et je m'attendais plus, effectivement, à être touchée qu'à rire à gorge déployée. Je l'ai jamais fait pour Astérix, donc moi, c'est un peu une continuité. C'est-à-dire que je souris, je trouve ça intelligent, je trouve ça malin, je trouve que ça nous ressemble. Voilà, je me dis, si on va à l'étranger, ben, tu dis, comment ils sont les Français, tu montres Astérix, tu vois. Et t'as un petit peu une idée de ce qu'on est. Pour ma part, ce sera plus Obélix, mais... non, mais les deux. Donc voilà, et cette amitié aussi qui est touchante. Moi, j'ai trouvé ça très touchant et en fait, très bonne surprise, quoi. Je partais plutôt en me disant, je vais être déçue. Et je suis repartie, j'étais contente. Alors Marc, même question, est-ce que tu as ri ? Non mais là où je te rejoins et je rejoins Thomas, c'est que oui, c'est pas hilarant en fait. Et effectivement, il n'y a pas l'enchaînement de blagues comme dans Mission Cléopâtre. Il n'y a pas le côté bam 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 en fait. Mais je pense que c'est juste volontaire. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que effectivement, c'est quelque chose de plus doux, de presque naïf par instant. Et en fait, ça ressemble beaucoup à Chabat, je trouve. Enfin, en tout cas, à ce qu'il fait dans ses films et à ce qu'il véhicule un peu comme image. Chabat vieilli. Ouais, voilà, Chabat un peu vieilli. Il y avait un peu ça dans Santa et compagnie aussi. Ce côté un peu... Il est en train de... Je pense qu'il est très fan de cinéma et très fan de... Voilà, il y a plein de clins d'œil à des films, Pulp Fiction, Star Wars... Il y a même des auto-parodies, enfin des auto-clins d'œil, puisqu'il y a la musique de Burger Quiz à 2 moments dans la série, qui est vraiment complètement inattendue. Donc je pense qu'il se fait bien plaisir. Il y a des séquences psychédéliques là, avec Panoramix qui sont, à mon avis, un vrai plaisir de réalisation pour lui et son co-réalisateur. Je pense qu'il se fait vraiment plaisir, qu'il met un peu ses petites touches comme ça, voilà, avec des clins d'œil. Et voilà, c'est très agréable. En fait, je suis d'accord avec Thomas dans le sens où c'est très agréable, c'est très bien fait, c'est très beau visuellement. Moi, j'étais vraiment étonné. Ouais. Et les séquences, je me suis dit, waouh, c'est vraiment, visuellement, c'est très très beau. Quoi. Très joli. Très soigné, voilà. Ouais. Et là où, effectivement, je vous rejoins, c'est que c'est pas forcément hilarant, mais peut-être qu'il ne faut pas attendre ça, en fait. Mais justement, c'est pour ça, à mon avis, qu'on a aussi cette discussion. C'est justement, ne vous attendez pas à Mission Cléopâtre. C'est ça. C'est pas Mission Cléopâtre. Ce n'est pas Mission Cléopâtre, c'est vraiment le combat des chefs avec effectivement Sauf ce pour Émilie. Sauf pour Émilie. Avec ce Chabat, effectivement, qui est plus de l'ordre de Santa et compagnie et de humainement, il peut être, quand il ouvre, entre guillemets, son cœur d'artiste, et pas, effectivement, Ray ou Mission Cléopâtre, ou même le Burger Quiz, où ça vanne tout le temps. Ouais. Ça n'est pas dans cette veine-là. C'est dans le Chabat qui est, justement, touchant. D'où, effectivement, ce prequel, ce premier épisode, qui est extrêmement touchant. Et il y a un côté aussi, excuse-moi, un côté très ludique à essayer de retrouver les voix. Moi, je me suis éclatée à essayer de retrouver les voix, parce qu'il y en avait certaines qu'on savait, genre Thierry Lhermitte, Chabat, Gilles Lelouch, qui est très bien en Obélix. Mais il y a des petits persos comme ça, tu dis, oh là, attends, c'est qui ça ? Et déjà, t'es content quand tu trouves.
Et ouais, c'est assez ludique parce qu'il y a un casting de Ouais, il y a voix, un gros casting. pour le coup, qui est extraordinaire et qui est très bien utilisé, à l'inverse de certains films Astérix. Et juste une dernière chose, vraiment aller jusqu'au bout de la série parce que le dernier gag, c'est juste du génie, mais du génie pur Chabat. Ça, c'est Et drôle. là, c'est hilarant. Ça, c'est hilarant. Ouais. Voilà. Et ce que tu dis, Marc, sur le côté le Shabbat d'aujourd'hui, qui a un peu vieilli, mais qui a mis aussi beaucoup de lui, etc., ça m'a un peu fait penser aussi parfois, alors dans un autre registre, mais à ce qu'on a pu dire sur la saison 2 de Bref. Oui. Un peu la saison de la maturité. Et aussi avec le nombre de trouvailles, alors Panono, etc., les petites séquences. Omar et Fraise. Beaucoup de trouvailles et aussi d'avoir des mises en scène différentes, même si on restait dans l'animation, etc. Là-dessus, ça m'a rappelé Bref, mais autant j'avais du coup pleuré devant Bref, ce à quoi je m'attendais pas, autant là, je m'attendais à rire. Voilà. Mais ce qui est vachement bien sur les 5 épisodes, vraiment, et comme tu le dis, c'est qu'en fait, t'as jamais l'impression de regarder 5 épisodes de la même série, en fait. Il y a plein, effectivement, de trouvailles, de petits trucs, de petits pas de côté, encore une fois, les aventures de Panono, que vous l'aurez vu, vous comprendrez pourquoi j'en ai parlé 15 fois. Voilà, ça te sort du truc, tu dis, ah oui, j'ai pas l'impression de regarder tout le temps le même truc. Et rien que pour ça, c'est du génie, c'est du Chabat. Et puis, je pense qu'il peut y avoir plusieurs degrés de lecture aussi. Les gens qui, comme nous, ont grandi avec Astérix, et puis les plus jeunes pour qui ça parlera peut-être pas, mais qui peuvent apprécier quand même de regarder la série. En fait, comme tout le cinéma de Chabat, en fait, ça a toujours été ça, même Santa et compagnie, son dernier film, en fait, il y a plusieurs degrés de lecture selon ton âge, de ce que tu connais justement de cet univers, de Chabat, de l'humour des nuls. Il y a plein de degrés de lecture différents, donc chacun a picoré quelque chose. C'est à nouveau le cas sur le combat des chefs. Et ça nous a tous plu, en tout cas. Oui, absolument. Là-dessus, oui. Et puis encore une fois, vraiment, moi j'étais vraiment bluffé par le côté visuel, quoi. Vraiment, il y a des séquences. Je pense, voilà, tout le dernier épisode, en fait, voilà, avec les séquences dans l'espèce de fête foraine là, voilà, qui est complètement, et la reine aussi, qui est magnifique. Et il y a des petits détails, comme tu disais, Émilie, on a envie de faire pause des fois pour dire attends, je veux voir le décor là parce qu'il a l'air super et tout. Ça passe tellement vite en fait que t'as envie de faire pause et de revenir. Et effectivement, je suis d'accord, 5 épisodes, c'est presque trop court. Ça aurait pu être 7 ou 8, ça aurait pas été dérangeant, je pense. Et la version It's a Small World de c'est vrai. Génial, ça. Oui, d'ailleurs, il y a un petit dis donc, ça va me rester dans la tête toute la journée. Ouais. Il y a un petit clin d'œil de Disney qui est assez marrant. Et puis évidemment, il s'est amusé avec les noms des personnages aussi. Donc il y a Fast and Furious, il y a Twin Peaks, il y a des millions de clics qui veut, non, des millions de vues qui veut se faire appeler des millions de clics puisqu'il est gaulois et non pas romain, non pas gallo-romain. Instagramix aussi. Instagramix, voilà. Donc en fait, il a vraiment réactualisé effectivement tout ce truc-là. Et ça, c'est très fidèle, je trouve, à l'esprit de Uderzo et Goscinny, parce qu'en fait, il y a toujours eu ça. Moi, je me rappelle de BD d'Astérix où il y avait Guy Lux dedans. Donc voilà, donc, à l'époque, déjà, il prenait la culture télé. Fidèle à l'époque. Voilà, il prenait la culture télé et populaire de l'époque pour l'intégrer dans Astérix. Et Chabat fait la même chose. Donc là-dessus, c'est très fidèle, je trouve. Merci Thomas d'être venu défendre ton point de vue. Avant de passer au deuxième parti pris du mois, on a un petit coup de fil à passer. C'est l'heure de l'appel à un ami. Oui. Un petit rappel des règles du jeu pour Stéphanie qui nous rejoint ce mois-ci. Les questions ont donc été élaborées avec ChatGPT. Donc, si tu n'es pas d'accord, c'est à lui que tu vas falloir t'en prendre. Sinon, c'est simple. Le premier qui trouve la bonne réponse remporte le point. En plus, c'est de la rapidité. Tout ce que tu aimes. Voilà, tout ce que On commence avec les titres alternatifs. Avec le parrain de Dunkerque. Ça commence fort. Le parrain de Dunkerque. Oui. Le parrain Attends, c'est le titre d'une série qu'on a trouvé 37 secondes. Non. Oui, alors donc le parrain de Dunkerque, c'est un titre alternatif. Donc il faut deviner le vrai titre de la série en question. Le parrain de Dunkerque. Anaon. C'est une série française. Oui, on s'en Voilà, était douté. Dunkerque. Cimetière indien. Non. Je t'ai dit, j'ai dit 37 secondes, elle m'a dit non. Et puis elle m'a jugé en me disant non. non. Je ne t'ai pas jugé, je réfléchissais en même temps à répondre à Stéphanie. C'est une série française qui, quand ils l'ont pensé, fini, mais qui va sans doute revenir. Qui parle, là je vous donne tout, qui parle de politique. Baron Noir. Le Baron Noir. Allez, c'est bon, Marc. Effectivement, la série a été terminée, 3 saisons. Et mais attends, ça se passe à Dunkerque. Oui, ça se passe. Il est député du Nord, je crois. Par un parrain. C'est vrai. Et Cadmerade a annoncé fin mars que la saison 4 de Baron Noir était plus que probable. Et en disant, je ne devrais pas le dire, mais j'ai lu le premier épisode et c'est génial. Voilà. Bouh, ChatGPT. Après, moi, j'ai très hâte de revoir la série pour le coup. Moi, j'ai bien aimé à l'époque. Mais bon, après, je sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée? Je pense que c'est jamais une bonne idée de faire une suite d'un truc qui était génial. Je suis quand même un peu Sauf curieux. Dexter.
Non. Alors, deuxième titre alternatif, L'amour au second regard. L'amour au second regard. Oui. Ah, c'est pas le truc, le film là sur Netflix qui a fait un carton Non. Non. Je vous propose une alternative de l'alternative, Fierté et soupçon. Orgueil et préjugés. Oui. Je l'ai dit au pif. Joli. C'est ça. Mais ça, c'était pour moi. Ça, c'était un point que j'avais prévu pour Steph. ouais. Et voilà. Désolé. Pourquoi on parle d'orgueil et préjugés? Parce qu'il va y avoir une nouvelle adaptation en mini-série pour Netflix avec Emma Corrin en Elizabeth Bennet, Jack London en Monsieur Darcy et Olivia Colman en Madame Bennet. Stéphanie, là, je te vois déjà trépigner d'impatience. Moi, j'ai trop... Emma Corrin, je suis pas super fan, mais elle joue bien. Mais Jack London, je l'adore. On va voir son Darcy. Non, j'ai trop hâte. Dès que ça sort, je regarde. Par contre, tu nous mets des pièges maintenant. C'est plus des trucs qui sont sortis, c'est des trucs qui potentiellement vont arriver plus tard. Ah, ça a toujours été un peu comme oui, ça, mais il faut donner des infos. Ouais, mais d'habitude, je sais que j'ai aucune chance de gagner. Là, on en est au casting. Alors, next, tu seras un psychopathe, mon fils. You. Non. Dexter, Oui. Résurrection. Dexter, tout Ah court. bah oui, Dexter. Qui a été numéro 1 pendant un petit bout de temps sur Canal+. C'était assez drôle de voir les noms. T'avais plein de nouvelles séries qui arrivaient. En fait, celui qui était numéro 1, c'était Dexter. Alors là, du coup, tu seras un psychopathe, mon fils. Donc, c'est Dexter, le préquel, dont on avait parlé ici il y a quelques temps. Il a été renouvelé pour une saison 2. Oui. Là aussi, trop contente, j'imagine, Stéphanie? Ouais, je suis contente. Donc, tu seras au rendez-vous pour la suite? Oui. Alors, un facile. Le type avec la cabine bleue. Doctor Who. Allez, Je crois que c'est Steph, non? J'en ai presque. Non, on l'a dit en même temps. Ouais. Il a essayé de me piquer un point. Dont la nouvelle saison vient d'arriver sur Disney+, avec Nkuti Gatwa. Steph, tu l'as vu ou pas encore? Ouais, j'ai lâché Doctor Who, moi. Ok. J'ai lâché à Matt Smith. C'est dommage parce que Thomas Destouches, qui était là juste avant, l'a vu. En train de me dire. Et visiblement, d'après lui, cette saison contient l'un des meilleurs épisodes de la série ever. Le c'est pas deuxième, je possible. crois, effectivement, il m'a dit, ouais. Le deuxième de la saison. Impossible. Non. T'as pas vu, tu peux pas savoir. C'est qui pour toi le Docteur Who David Tennant. David Tennant. Allez, on continue. Code de la route pénale. Balle perdue 3. Non. Code de la route pénale. L'avocat, là. Ah, Méthode Lincoln. Ouais. La défense Lincoln. Je t'ai aidé. Je t'ai fait une balle. Je t'ai fait une passe. Ouais, une passe D. Une passe D. J'ai une passe D. Hein. Ça, tu recommences à le mettre dans le jeu. Il était pour toi celui-là. La défense Lincoln, la série de Netflix. La saison 4 est en tournage. On en parle de temps en temps. Oui. Et on sait... donc, il y aura des nouvelles actrices au casting, notamment Constance Zimmer. Et nouveau nom qu'on a appris cette semaine, Sacha Alexander. Oh, on adore. Qu'on a adoré dans Dawson, dans NCIS, dans Rizolian Eyes. Et voilà, qui va rejoindre la série. Et dans NCIS, tu l'as cité. J'aime beaucoup cette actrice, moi. Ouais, moi aussi. Vraiment. Et celle que tu as citée avant. Constance Zimmer. Constance Zimmer, passion totale. Très hype. Passion totale. Très quoi? Pas très hype. Hein. Bah, il y a des tueurs dedans, tu devrais regarder. Hein. On continue avec les titres alternatifs du compost et des larmes. Et El Jardinero. Je l'avais. Bravo, Marc. El Jardinero, avec l'accent. Oh, dis donc. J'aime beaucoup ce titre Elle a alternatif. fait espagnol LV2, celle-ci. Compost. La série espagnole de Netflix qui vient d'arriver. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vue. Moi, je l'ai vue, du coup. Elle s'est classée numéro 1 en France, donc devant Black Mirror et Adolescence. Et donc, c'est l'histoire, c'est un thriller. C'est un jeune homme, un jardinier, qui... Merci, Captain Obvious. Il est torse nu, ce jardinier? Alors, il n'est pas torse nu, il a des petites lunettes d'intello, mais surtout, il a une particularité. Il te plairait, je pense, en ça, c'est qu'il a perdu la capacité à ressentir des émotions. Oh, c'est un psychopathe. Un petit peu, à la suite d'un accident de voiture. Et du coup, sa mère, elle s'est dit, ah bah tiens, si je lui demandais de devenir tueur en série pour moi, pour me faire de l'argent. Mais je vais regarder. Ouais, c'est pour toi. Alors, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais franchement, c'est plutôt sympa. Si on peut parler de sympa pour les tueurs en série, mais Stéphanie validera. Donc ça mélange un peu le côté thriller, il y a une histoire d'amour, forcément, parce qu'il va tomber amoureux de sa prochaine cible. Voilà. Ah, ça s'appelait moins Stéphanie, ça. Les morts fatales. Même Dexter, il est tombé amoureux. Hein. Mais oui. Sans en dévoiler énormément, vu comment ça se termine, je pense que la saison 2 est bien partie. Voilà. Bon, il meurt pas. Attends, Dexter, on pensait qu'il était mort. Hein. Oui, c'est pas faux. Allez, dernier titre alternatif, La fin nous rassemble. Je vois pas trop le rapport, mais pourquoi pas.
Ah, il n'y a pas de rapport. Bon, alors, s'il n'y a pas de rapport, la fin nous rassemble. White Lotus. Non. Good American Family. Non. Je sais pas. Attends, La fin nous rassemble. C'est une série. The Last of Us. The Last of Us. Oh J'ai une réponse juste. On a deux. Joli. Là, je suis on fire. La saison 2, effectivement, de The Last of Us vient de commencer sur Max et avec une belle audience, puisqu'aux États-Unis, il y a eu 5,3 millions de spectateurs le dimanche 13 avril, en hausse de 13% par rapport au lancement de la saison 1. Est-ce que tu as vu du coup le début ? Oui, j'ai vu le premier. Alors, on était plusieurs à le voir et mes camarades étaient mi-figue, mi-raisin. Ils trouvaient qu'il se passait pas assez de choses. Et moi, j'ai adoré. J'étais à fond dedans. J'ai eu peur. Et j'étais émue aux larmes avec certaines scènes, donc je suis impatiente de voir la suite. Et Pedro Pascal, passion Pedro. Non mais passion tout, cette série c'est un bijou, je comprends pas, les gens avec qui t'étais, j'en parlerai avec eux. Vraiment ce premier épisode il pose des bases pour une suite qui va à mon avis être formidable. En plus, moi pour le coup je vis avec quelqu'un qui a fait le jeu et qui a adoré le deuxième jeu, qui a même pleuré en jouant au deuxième jeu, c'est-à-dire. Ah, c'est triste, hein. Et vraiment... j'attends avec impatience. C'est très très rare quand même quand on a des fictions tirées d'un jeu vidéo qui valent le coup. Ouais. Donc savourons-la. Et je pense qu'on va pleurer là cette saison. On va passer à la catégorie des ressemblances. Donc, Stéphanie, on cherche une actrice, mais les autres aussi, bien sûr. On cherche une actrice qui ressemble à Catherine Hegel, Elisabeth Banks. Hélène Pompeo. Oui. Ah, joli. Hélène Pompeo. Et alors, la dernière, c'était Robin Wright. C'est ChatGPT. Tu t'en prends à ChatGPT. Hélène Pompeo, tête d'affiche de la série Good American Family sur Disney+, inspirée d'une histoire vraie assez dingue. Celle de Natalia Grace. Donc, c'est une jeune femme en situation de handicap qui se retrouve dans une famille. Il y a un doc formidable d'ailleurs sur Max qui retrace toute son histoire et en fait qui les accuse de maltraitance. Et la famille, eux, l'accuse de ne pas avoir vraiment l'âge qu'elle a. Donc du coup, à un moment donné, ils disent que c'est une adulte, donc ils la foutent dans un appartement. Sauf qu'elle, elle explique qu'à ce moment-là, elle a 8 ou 9 ans, et donc elle vit toute seule. Donc pour manger, elle mange des chips, des conneries comme ça. Elle va chez les voisins pour aller quémander à manger. Bref, le doc sur Max est vraiment très fouillé parce qu'il y a tous les intervenants. J'ai pas encore vu la série parce que à l'heure où on enregistre, elle vient de sortir. Elle vient de sortir. Et que je voulais regarder Astérix. Mais j'ai bien hâte. Et c'est le premier rôle d'Hélène Pompeo depuis Grey's Anatomy. Voilà, elle a choisi un truc un peu quali pour un vrai faire pas de côté. Voilà, pour faire son petit pas de côté, ce qui n'est pas le cas de tous ceux qui sont partis de. C'est mystérieux cette affaire, vraiment. Alors on cherche un personnage qui ressemble, selon ChatGPT, Stéphanie, à Gandalf, Merlin et Professeur X. Panoramix. Non, ça aurait pu. Lequel c'est le dernier? Gandalf, Merlin et Professeur X. Alors on cherche. Dumbledore. Oui. Oh, nice. Et oui, Dumbledore, puisque ça y est, on commence enfin à avoir des premiers noms officiels pour la série Harry Potter qui se prépare sur HBO Max. Et donc Dumbledore sera interprété par l'acteur John Lithgow, qui faisait Churchill dans The Crown ou qui voilà, dans Dexter. Ils ont aussi trouvé leur professeur McGonagall avec Janet McTeer qu'on a vu dans Ozark, Jessica Jones ou Chaos aussi récemment sur Netflix. Rogue, ce sera Papa Essiedu qu'on connaît pour I May Destroy You ou Black Doves aussi sur Netflix. Et enfin Hagrid, ce sera Nick Frost qu'on connaît notamment pour son duo avec Simon Pegg dans Hot Fuzz ou Shaun of the Dead. Ça vous parle ces premiers noms? Je trouve ce casting quand même. J'en ai absolument rien à. Je ne regarderai pas. Tu sors de ce studio. Non, alors déjà, je n'ai pas vu les films Harry Potter, je ne regarderai pas la série et bien évidemment, je ne donnerai pas d'argent à J.K. Rowling. Ah oui. Mais t'as jamais vu les alors films? ça, c'est un autre sujet. Ouais, oui. Moi, je suis pas très client forcément d'Harry Potter, mais je trouve que le casting est quand même intéressant. Par contre, le casting est très cool. Quand même, on est sur des acteurs très solides, quoi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Moi, je suis curieuse de voir ce qu'ils vont faire en série, quoi. Parce que les films sont plutôt bien foutus et voilà, c'est quand même un phénomène de la culture pop et je regarderai pour sûr pour me faire une idée en tout cas. Et puis là où un film, c'est toujours pareil, un film ça a 1h30, 2 heures, 2h30 max pour adapter le roman. Là, c'est quand même une saison entière pour développer le roman, donc ils peuvent rajouter plein de choses. Et ils auront un budget. C'est ce que j'allais dire, Et HBO Max, effectivement, on sait que le budget sera là, quoi. Alors, on cherche un acteur qui ressemble à Mads Mikkelsen, Daniel Brühl et Ralph Fiennes. Michael Fassbender.
Alexander Skarsgård. Pas mal. Non. Alors attends, c'est Mads Mikkelsen. Daniel Brühl et Ralph Fiennes, qui jouait du coup Voldemort d'ailleurs dans C'est Harry vrai. Potter. là Machin là. Schwarzenegger, là. Non. Patrick. Patrick. Euh, Patoche. Non, plus âgé que Plus Patrick âgé Schwarzenegger, ouais. Je l'ai pas du tout. Attends, Mikkelsen. Liam Neeson. Non. Euh, Je vous le donne. Ouais, Allez, Christophe Waltz, Ah. je l'avais pas du tout. qui rejoint avec Renée Zellweger et Logan Lerman la saison 5 d'Only Murders in a Building. Mhm. Voilà. Et on pense à Juliette qui est très fan Tout de à cette fait. série. Ah, moi, j'adore aussi. C'est super. Juliette qui est juste en vacances, hein, parce que la fois Oui. je l'ai dit, elle était très bizarre. J'avoue. Elle est juste en congé. Vous vous inquiétez pas. Rassurez-vous, Elle elle va reviendra. bien. Elle Elle va reviendra le très, mois très bien. prochain. Je l'ai mise au placard. Ouais, t'es fan de Dexter, donc. Méfiez-vous. Alors, on cherche quelqu'un qui ressemble à Manu Payette, Pierre Ninet et Jack Johnson. Guillaume Labbé, Non, mais c'est un Français également. Manu Payette. Pierre Ninet et Jack Johnson, Jack Johnson. C'est qui jouait dans New Girl. Ah. Je crois, hein, Jack Johnson. Manu Payette. Alban le Noir, non. C'est pas Guillaume Labbé. Ah, c'est pas. Mince. Ah, comment il s'appelle? Celui qui fait les films d'action, là Non, pas du tout. Pas vraiment. Non, j'étais partie sur celui qui est dans, avec Camille Lou dans Hugo Becker. Non. Hugo. non Ah. plus. Attends, Laurent, redis le deuxième. Pierre Ninet, le deuxième. Ah, Pierre Ninet. C'est J'ai quelqu'un. tenté François Civil, mais Ouais, non, c'est ce que Non. j'allais dire. C'est quelqu'un qui. Alors là, on va en parler parce qu'il joue la comédie, mais c'est pas quelqu'un qu'on connaît pour comme acteur normalement. Ah, c'est. Merde. La Flamme. Mr. V. Jonathan Cohen. Non. Mr. V. Non. On ne C'est connaît un pas pour de la chanteur comédie. Je vous le donne. Jean-Pierre Foucault. Avec les noms que je t'ai donnés. J'en ai aucune idée, je suis perdue. C'est Camille Combal. Ah, Camille Qui joue dans la comédie Ghost. Ghost, Photo Mon Évidemment. héritage, le remake français de la série anglaise, qui Il a va être démarré content de sur savoir Disney+. que, selon ChatGPT, il a des liens avec Pierre Ninet. Oui. Bah, c'est peut-être le nouveau et que ça ne Voilà, et donc visage, Camille bizarre. Combal qui est dans cette série chorale avec Camille Chamou, Fred Testo, Bruno Sanchez Ouais. notamment. Hmm. Et ben. dernière ressemblance, on parle d'une série cette fois. Donc on cherche une série qui ressemble à Homeland, le bureau des légendes des 24 Ah, heures. le truc de The Agency, ouais. Non, Homeland, le le bureau, des légendes des 24 heures chrono. Ouais, c'est pas The Pit. Non. Attends. Ah bah non. The Night Agent. Non, mais ouais, un peu thriller, espionnage. The Recruit. Qu'est-ce qu'il y a comme The ça Night Manager. Moins grand public Ouais. Ah, que ah The bah ouais, Recruit bah et alors. Night Agent. Alors, espionnage. Ah là là, je sais pas. Mr. et Mrs. Smith. Non. Il va sortir. Qui va revenir. Il va On revenir. parle de aussi. ça va être la saison 5. C'est Ah pas. oui. Ah oui. Mm. The Recruit, non. 5. La méthode Lincoln. Non. La Bah, défense je vous le Lincoln. donne. Maintenant, c'est deux fois par jeu. Maintenant. C'est Euh, Foda, Oh, la ah oui. série israélienne série Foda. Ah, je l'avais pas. Puisque Mélanie Laurent rejoint le casting de la saison Ah, mais en 5. plus, on a vu passer ça. Et oui, qui Mm. traitera notamment des attaques terroristes du 7 octobre. D'accord. Ok. Allez, on passe à la catégorie vous préférez, les résumés what the fuck. Ah oui. Ah non, mais J'adore. on peut arrêter le jeu parce que je gagne. Allez, c'est pour la l'instant. dernière partie. Oui, tu gagnes, Oui, t'as en oui, tête. hein. oui, oui. Mais tu vas Alors. peut-être creuser l'écart encore. Non. C'est Game of Thrones version open space avec des post-it. Ah, Severance. Severance. Non, et des PowerPoint multilingues. The Office. Non. C'est une série française. Une série non. Une série française. Game of Thrones version. Open space, Version open space. avec des post-it et des PowerPoint multilingues. Quel beau résumé Série encore une fois. française. Game of- Bah, je sais pas du tout. C'est vrai que c'est toujours plus facile quand on a la réponse sous les yeux. Attends, ça se passe dans un bureau donc Au travail, en Non. tout cas. Un bureau un peu particulier. Le bureau des légendes. Vas-y, Un bureau The Agency. politique. Ah. Oui, chez le président, À j'imagine. Parlement. Parlement. Ah, bien joué. Bravo. La série française Parlement, dont l'ultime saison sera à voir sur France.tv à partir du 7 mai. Hmm. T'aimes bien, je crois, Stéphanie. hein. Oui, je trouve ça très drôle. Je l'ai vu sur le tard et franchement, j'ai tout binge-watché. J'adore. Très, très drôle. Très fin. Alors, next, une criminologue retourne dans son village. Une Le disparition. La rivière des La- disparus.
Rivière des disparitions. Attends, on a le droit de répondre avant la fin de l'intitulé. Oui. Si, Stéphanie. Une disparition réveille son propre traumatisme. Chaque habitant cache quelque chose. La vérité étouffe lentement. No one sees us. When no one sees Sous us. le dôme, rien n'échappe. Dôme de verre. Ouais, dôme de Ouais, verre. tu m'as un peu aidé avec le Dôme. dôme là. C'est quoi ça? Ça vient C'est de une sortir nouvelle sur série Netflix. Netflix. Nouveau thriller suédois qui est écrit par Camilla Läckberg, la romancière, et dont les romans avaient été adaptés notamment il n'y a pas longtemps sur TF1 avec Erika, avec Oui, Julie de tout Bonin. à fait. Et qui reviendra, Erika, pour une saison 2. Et oui. Et ben, Le Dôme de Verre, je vous conseille, thriller suédois vraiment efficace, voilà, sur effectivement une criminologue qui revient dans son village et une jeune fille disparaît, une ado disparaît et elle-même, elle avait été enlevée quand elle était enfant. Donc voilà. Et là, alors, je ne dévoile rien non plus de la fin de l'histoire, mais en tout cas, Camilla Läckberg a déjà laissé entendre qu'elle avait des idées pour la suite. Donc personne n'est mort. Tu m'étonnes. Voilà, ça veut rien dire. Regarde Dexter, comme tu dis. Die Hard, version présidentielle, avec des deepfakes, des punchlines et une robe rouge qui fait plus de dégâts Ah, qu'un The drone Handmaid's Tale. militaire. Non, la robe rouge. La robe rouge. J'ai juste entendu robe rouge. J'aurais bien aimé le rapport entre Handmaid's Tale et Die Hard. Die Hard. Die Hard, version présidentielle, avec des deepfakes, des punchlines et une robe rouge C'est qui vrai, fait c'est plus toujours de ça. dégâts qu'un drone militaire. Toujours pas Severance. Non. Le cœur noir saison 2. Non. J'en sais rien. Une robe rouge. Mais j'en sais rien. C'est ChatGPT. Hein. Je te rappelle qu'il considère que Camille Combal ressemble à Pierre Ninet. Donc, pardon Camille. La robe rouge est portée par une actrice. Je t'ai déjà dit. Et c'est un Handmaid's film. Tale. Ah, c'est un film, c'est pas une série. Non, c'est un film. C'est un film avec une robe rouge. Film d'action. Ah, Olgard, non. Non. Ah non, c'est le truc qui revient Red à Émilie, Notice. les yeux d'Émilie, je sais pas quoi. Ah, l'ombre là. d'Émilie. Ah, dans l'ombre des mille. Même non plateforme par contre. Ah, c'est Prime. G20. G20. Ouais. Ah ouais, mais... Non, et là, Ah bah. d'action. Non, mais alors, faut rappeler à Mais nos bravo. auditeurs que Marc est chef du service SVOD. Donc, en fait, il est au courant de tout ce qui se passe sur les plateformes. Moi, petite personne, je suis obligée de regarder. Donc, je suis désolée. Je devrais avoir et Steph et moi, on devrait avoir un point en plus. Vous êtes à égalité. Tu serais Bah, pas, c'est pour ça, c'est de la triche. Tu serais pas pour l'OM, toi? Et j'ai Voilà, ça- On parle de foot, toi Ça dérive, Alors ça non, on dérive. ne parle ça pas de dérive. foot autour de cette table. Ça se plaint beaucoup. G20, effectivement, sur Prime Video, avec Viola Davis dans le rôle d'une présidente américaine qui doit sauver le monde, d'où le Die Hard version présidentielle. Ah, ok. Allez, dernier résumé, what the fuck. Vous êtes à égalité. Attention. 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 Entre tronçonneuse, country et thérapie familiale, c'est Supernatural qui aurait croisé The Voice dans un marécage sanglant. The Boys. Non. Oh la vache. Je vois pas du tout. Le truc là avec qui était avec Kevin Costner, là. Yellowstone. Non plus. Ransom Canyon. Non plus. Non. C'est pas le truc avec Kevin 1923. Bacon, là comment ça s'appelle The Bondsman. Non. Ah non, je suis désolée, il est pour moi, celui-là. The Bondsman, il est pour Allez, moi. Ouais. allez, c'est pour Il est Émilie, pour c'est moi. pour Émilie. Allez, c'est pour Je suis Émilie. désolée. Si t'avais pas dit Kevin Bacon, j'aurais pas trouvé. 6 points. 6 points pour Émilie. Bravo. Bravo. Notre grande gagnante. Et on va passer au deuxième parti pris du mois, ambiance plage de sable blanc, cocotier, cocktail et meurtre. C'était ton coup de gueule le mois dernier, Marc. Il t'a entendu, il a voulu te répondre. On accueille donc ce mois-ci notre journaliste Thomas Fourcroy qui, lui, a adoré la saison 3 de White Lotus. Mieux, il a carrément trouvé que c'était la meilleure des 3. Il va nous expliquer pourquoi. Bonjour Thomas. Exactement. Et pour vous expliquer pourquoi c'est la meilleure, je vais évidemment vous parler d'amour. Parce que oui, on dit souvent que l'amour dure 3 ans. Moi, je suis tombé amoureux 3 ans après, ou du moins après 3 saisons. Voilà, tout simplement parce que cette saison 3 de White Lotus est la meilleure. Alors, d'entrée, on a le droit à une fusillade, on a le droit au bruit des balles et, comme d'habitude, de langoureuses vacances entre riches, nos riches préférés, ceux qu'on adore détester. Alors, tout est question de flou ici, car c'est ça la différence entre cette saison 3 et les autres. Le flou qui entoure cette saison. Alors, pas un seul moment, la trame policière prend le dessus sur le reste. On entre dans des vies sans jamais vraiment en sortir. Alors, pêle-mêle, on a 3 copines bien trop belles pour s'entendre, une famille gâtée par un papa escroc à la dérive, une Charlotte Lebon aussi vénale que géniale. Elle était facile, celle-là, on est d'accord. Et surtout, un mec motivé par son désir de vengeance, ou plutôt son délire de vengeance. Voilà. J'arrête pour tous les... comment on appelle ça, les jeux petits, de mots. voilà, les petits calembours, les petits jeux de mots. Mais tout ça pour vous expliquer, ou en tout cas pour vous partager, que cette retraite wellness de luxe, méditation côté pile, alcool, fête et drogue,
côté face, moi, ça me parle. En tout cas, c'est un sacré cocktail qui fait voir trouble, évidemment. Mais c'est là que cette saison fonctionne. On se laisse porter comme sur une vague aussi malsaine que sexy, jusqu'à nous faire croire que seuls les ultra riches ont des ennuis. Et c'est aussi pour ça que j'ai kiffé, parce que j'ai bien oublié mes problèmes. Et c'est aussi l'objectif des séries, de s'évader, effectivement. Allez, Marc, tu l'avais un peu descendu en flamme le mois dernier. Qu'est-ce que tu j'ai pas changé d'avis un mois plus tard. Le final ne t'a pas fait changer d'avis. Non, franchement, j'étais quand même assez déçu, globalement. En fait, je trouve que c'est le même mécanisme en fait, que les 2 premières saisons. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu avais vu du coup les 2 premières? Oui. Oui. Mais je trouve que celle-ci est vraiment meilleure. Alors, moi, la première, je l'ai trouvée sympa, mais un peu trop loufoque pour être honnête. Ok. Voilà. Et la saison 2, je trouvais qu'elle avait elle était trop empreinte de cool, en fait. Il y avait Jennifer Coolidge, voilà, nouvelle idole des réseaux sociaux en 2 secondes, tout ça. Et là, je trouve qu'on sort un peu de ça. Et justement, ce flou artistique-là m'a plu, parce que on sait pas vraiment ce qu'on attend, mais on regarde quand même. Ouais. Alors, je tiens à préciser que j'ai adoré Pacifiction, donc c'est peut-être pour ça que j'aime ce genre de série un peu flou, mais moi, ça me parle. Ouais. Pacifiction, pour rappel pour les auditeurs, c'est un film avec Benoît Magimel. Où il se passe rien pendant 3 heures, mais à la plage. Ça. Non, mais ça, c'est vrai qu'en termes d'ambiance, mais en termes de... Voilà, il y a toujours ça fonctionne toujours chez White Lotus, mais je trouve que du coup, il se repose beaucoup là-dessus, et qui du coup, il se dispense presque faire des intrigues. Comme tu dis, effectivement, il y a un flou, on sait pas trop où ça va, c'est très long pour y aller. Et du coup, moi, ça me dérange quand même, parce qu'au bout d'un moment, j'ai quand même besoin d'un peu plus que ça. Et l'ambiance, et juste les décors, la photo, etc., c'est agréable. Comme tu dis, moi, j'étais content de regarder l'épisode le lundi soir. Voilà, je le ratais pas, donc c'est bien que j'avais envie de le voir. Mais à chaque fois, je me disais, il va peut-être enfin se passer des trucs, il va peut-être enfin me... Et à part l'épisode de la Full Moon Party, où c'est un peu plus... ça se lâche un peu plus, voire beaucoup. Voire trop. Voire trop, dans certains personnages. Pour le reste, je maintiens ce que j'ai dit le mois dernier, c'est que je suis globalement ennuyé, et que je trouve que le créateur, Mike White, il a quand même maintenant tendance à se reposer sur ses acquis et être vraiment en mode... je sais que je fais une grande série, je suis, les critiques sont avec moi, etc. Ouais. Je pense que c'est un mec qui a un ego assez... J'ai lu quelques interviews, je pense que c'est un mec qui a un bon ego. Et du coup, je trouve que cette saison 3, pour moi, ça décroche, quoi. Et il n'y a pas un côté aussi choqué pour choquer dans cette série, non? Je suis d'accord. Oui, totalement. Enfin, maintenant, on peut le dire, mais la scène où tu as un des 2 frères qui fait... le petit frère qui s'occupe de son grand frère pendant que son grand frère est en train de se taper une autre nana... en fait, personne n'était prêt. Puis vraiment, pourquoi en fait, quel esprit tordu s'est dit tiens, je vais mettre ça parce qu'en fait, peut-être que le gars il s'est rendu compte qu'on se faisait chier dans sa série. Enfin, je suis désolée Thomas, hein, mais je pense qu'en fait, le seul truc c'est que tu as envie de vacances. Donc, le lundi soir, tu t'es dit. Avec Charlotte Lebon. Charlotte Lebon. Moi, j'aurais pas choisi elle. J'aurais choisi ma chouchoute depuis des années, Emily Wood, dont j'espère voir dans beaucoup de programmes. Mais moi, je suis comme Marc. Mais pire que ça, en fait, je suis en colère. J'ai perdu du temps de vie. Enfin, on a plein de séries qui sortent tous les jours. Et en fait, j'ai perdu du temps devant ça. Enfin, tu m'enlèves Parker Posey et les 3 folles. J'ai plus rien. En fait, alors oui, c'est beau. Ça, on peut pas dire que c'est pas beau. Hein. Mais le réal qui se tapote sur l'épaule en disant regardez, je fais des super plans et tout. Ok, moi, pas de souci. Hein, fais-moi des beaux plans. En plus, je vis avec une réal, elle s'éclate en regardant. Mais il faut qu'il se passe quelque chose. Enfin, voilà, si tu enlèves l'épisode de la Full Moon Party, il ne se passe rien. Et surtout, là où j'étais très en colère, c'est qu'au début, tu nous vends un truc genre il y a une fusillade et en fait, t'as 3 pétards à la fin. Enfin, tu te fous de moi. C'est-à-dire que là, on a l'impression que tout le monde va mourir, qu'il y a un commando qui est arrivé dans l'hôtel, ce qui aurait été super. Et en fait, non, il y a 3 pauvres Pékins qui se tirent dessus. Et pire que ça, sur le père, je suis désolée, je vais spoiler. Allez, je préviens. Donc, il y a la famille, le père décide. Le père apprend qu'il est complètement ruiné. Et donc, il se dit, tiens, je vais tuer tout le monde, sauf mon plus jeune. Parce que le plus jeune, c'est le seul qui n'a pas besoin d'argent, qui me dit qu'il n'a pas besoin d'argent pour vivre. Et donc, du coup, il décide de tuer toute sa famille, sauf le petit avec une boisson. Finalement, il change d'avis, tout le monde va se coucher. Et en fait, dans le checker, il reste à la fin du produit. Le plus jeune, qui est censé être le seul que le père ne veut pas tuer, se fait un petit milkshake ou un truc de protéines, le boit et on croit qu'il va mourir. Et en fait, il ne le tue pas.
Enfin, la série ne le tue pas. Et je me dis, mais en fait, c'est complètement con parce que ça aurait eu du sens. J'avais pas envie qu'il meure. En plus, il est mimes, le pauvre. Enfin, quand il fait pas des gâteries à son frère. Mais il est super touchant. Mais, Oui, c'est vrai. mais en fait, le fait qu'il le sauve au dernier moment, t'es là, tu fais, Ouais. mais en fait, non. La série Enfin, n'a même pas le courage c'est là-dessus ça. d'aller vraiment à fond là-dessus. Au en bout fait. de ses idées. Ouais, au bout de ses idées. Parce que c'est quand même toujours été une série cynique. Il y a une série, effectivement, comme tu disais, Thomas, qui prend les ultra riches vraiment comme des espèces de personnages un peu de foire, un peu Affreux. des animaux un peu. Enfin, il y a ce côté-là. Il y a Un peu un côté succession là-dedans. non Ouais, il y a un côté succession. Alors moi, je trouve moins bien écrit Moins en termes bien de dialogue. dialogué. Voilà, les dialogues sont clairement pas au même niveau. Ouais. Mais il y a encore, effectivement, comme disait Émilie, du plaisir pour certaines performances d'acteurs, Parker Posey par exemple. Tu prends du plaisir à sa performance d'actrice, mais je trouve que c'est décorrélé du reste, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, oui, ok, elle est drôle, mais en fait, pour le reste, son personnage n'est pas très intéressant. Et l'histoire de la famille, au bout d'un moment, moi, j'en pouvais plus. Alors vraiment, j'étais là, mais allez-y, hein, tu les tous, hein, parce que moi, j'en peux plus. Juste petite parenthèse, juste, en fait, ce qui m'agace, c'est que le premier épisode est génial. J'ai adoré le premier épisode et après, je me suis ennuyée. Après, moi, je pense que c'est intéressant d'avoir des personnages. Ce côté flou, je trouve ça intéressant, effectivement. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont tombés dans leur propre piège en se disant qu'est-ce qui peut faire des news ? Qu'est-ce qui peut faire le buzz. Oui, c'était en ça que je disais un peu tout à l'heure, choqué pour choquer. Et je trouve que c'est un peu genre, ça va faire réagir. J'ai l'impression qu'il a perdu un peu de vue ce qu'il voulait faire avec cette série. C'était la première saison, du coup, il avait pas ça en tête. Et comme il a vu que ça devenait un produit super hype, un sujet de discussion, de débat, et que le moindre petit truc, genre la prothèse, est-ce qu'il a une prothèse, est-ce qu'il n'a pas une prothèse, ça devient un phénomène. Je pense qu'il s'est mis ça dans la tête et qu'il a ressorti ces petits trucs et qu'il s'échappe un peu du truc original. Mais après, le côté les riches, les affreux, avec leurs problèmes existentiels, ça fonctionne. Et je pense pas que la série soit faite effectivement pour qu'il y ait des intrigues à laquelle tu t'accroches. Je pense pas que c'est le but non plus. Justement, moi, c'est ce qui m'a fait du bien d'avoir une série sans trop de cliffhanger, sans trop de moments comme ça de soubresauts. J'ai bien aimé me laisser porter tout simplement et d'être... un peu une petite fouine sur les plages de sable fin. Un côté voyeur, quoi. Exactement. Moi, c'est ce que j'ai vraiment kiffé. Et après, sur l'aspect choquant de la série, je sais pas, je trouve que une fois qu'on a vu, par exemple, Sans filtre au cinéma il y a quelques années, j'ai pas l'impression que ça tire trop non plus sur cette corde. Donc ça veut dire que tu seras... Après, moi, l'absence de cliffhanger, moi, ça a été une vraie problématique pour moi. Parce qu'en vrai, si j'avais pas eu la saison 1 et la saison 2 de The White Lotus, je pense que si j'avais débuté The White Lotus avec la saison 3, je n'aurais pas continué. Vraiment, et je comprends, et je trouve ça même noble de se dire, on va arrêter les cliffhangers, les trucs à la Mormano en fin d'épisode pour attirer le chaland. Mais là, en fait, le problème, c'est que déjà, dans ton épisode, il se passe pas grand-chose. Encore une fois, c'est très beau, hein, ça, on peut pas le retirer, ça joue très bien. Mais en fait, il y a des épisodes entiers où je suis arrivée à la fin, je fais... So what, en fait? So what? Un truc d'atmosphère, quoi. Au-delà de la beauté, de l'atmosphère, etc., je trouve que paradoxalement, cette absence de ligne directrice permet de plus nous rapprocher des personnages. Là où, dans les 2 premières saisons, je les méprisais, je les voyais comme des gugus sortis de je ne sais où, avec beaucoup d'argent, évidemment. Là, c'était un peu moins le cas. Je trouve que la 3 bandes de copines, là, il y a des dialogues hyper bien écrits, etc. Et elle touche quelque chose à chaque fois, de très juste. Pareil pour la famille, qui est extrêmement dysfonctionnelle et sur 1000 points, mais qui peut ressembler à des familles peut-être moins aisées, pour le coup. Et je trouve que ça touchait plus. Donc ça veut dire que tu seras au rendez-vous pour la saison 4. Ouais. Et Marc et Émilie iront se faire un cocktail pendant ce temps. Ça dépend s'ils me remettent Parker Posey, oui. Parce qu'en fait, comme c'est la nouvelle Jennifer Coolidge, mettez-moi Parker Posey, peut-être j'irai regarder. Moi, elle me fait peur, cette meuf. Merci Thomas d'être venu défendre The White Lotus après les accusations de Marc le mois dernier. Reste à savoir si le mois prochain, avec lequel d'entre vous nos éditeurs seront d'accord. Et si on arrive à la dernière partie de cet épisode de Superstream, c'est la partie des on y croit pas sur les prochaines sorties des semaines qui viennent. On commence avec Nouvelle vie à Ransom Canyon, le 17 avril sur Netflix. Ah, j'ai hâte. Moi aussi. Oh, mais je sais, Laurence, c'est tout à fait... C'est le nouveau Virgin River. C'est tout à fait le genre de truc qu'on va regarder. Non. Moi, j'ai pas hâte du tout. Tu sais quoi, passe ton tour, il va chercher des tueurs quelque part, va regarder Ransom. Je sais pas comment on dit. Une petite série romantique, un peu à la Virgin River, qui se passe au Texas, avec Josh Duhamel avec un chapeau de cow-boy, notre petite actrice fétiche de Friday Night Lights. Moi, franchement... Oui, c'est sympa. Je pense que c'est léger.
C'est une super série à puzzle, à mon sens. Bon, Marc, non. C'est pas forcément ma cape, surtout que j'aime pas trop les ambiances western. Donc en fait, là, l'ambiance, le côté. C'est la totale. Ouais, c'est la totale là. Donc non, je vais passer mon tour. Par contre, je pense que ça va marcher. Oui, Je pense c'est que sûr. ça va marcher. c'est sûr. Allez, plus pour Stéphanie, The Walking Dead, Dead City, saison 2, Ah c'est oui. le 5 mai sur OCS Ciné+. Un grand oui. Ouais, Mm. qu'est-ce que t'attends dans cette saison 2 J'attends que Negan évolue encore plus. Et que les zombies... Non, que les zombies soient encore moins présents. Ok, pas de lassitude quand même sur la franchise The Walking Dead avec le nombre de saisons qu'on a eu, avec tous les spin-offs, il n'y a pas un moment où... Non, parce qu'en fait, je trouve que chacun a son atmosphère différente. Et puis les saisons sont quand même assez courtes. Et les personnages, on les aime toujours autant. Donc, pour l'instant, zéro lassitude. Vers ma droite, J'ai qu'est-ce qu'on en totalement pense lâché. Mais je crois que je suis même pas allée jusqu'à la fin de Walking Dead. J'ai commencé certains spin-offs en me disant non, mais en fait, vraiment, non, je peux plus. Enfin, notamment celui avec Rick, que je déteste. Je déteste Rick. Pardon. Oui, j'ai envie. Je comprends pas pourquoi le mec, il est jamais Mais mort. c'était hyper romantique. Non, et puis je m'en fous, en fait. Belle histoire d'amour. Oui, bah non. Non, moi, mon chouchou, c'est Norman Reedus, bien sûr. Et Non, ça Carol. va, ça Bah, va. voilà, eux, c'est mes chouchous. Mais non, Rick, j'ai envie qu'il crève. Et Mais arrête. bah si, je suis désolée, mais en fait, la promesse de départ de Walking Dead, c'était tout le monde peut mourir. Ah, bah visiblement, tout le monde sauf Rick. Voilà. Bon, bah, tuez Rick. Eh ben, il se prendra peut-être une balle perdue. Oh, Ah, belle transition, balle perdue 3 qui arrive le 7 mai sur Netflix. Marc. Ça va cartonner. Spoiler. c'est pas la question qu'on te posait. Ah pardon. Alors, est-ce que je vais le regarder Je n'ai vu que le 1. Ouais, J'ai pas vu le je 2. sais pas, on va regarder. On y croit pas à la promesse de départ. On y croit. Pardon. Ouais, Alors, on y recentre. croit à fond. Après, moi, j'avais vu le 1 qui était plutôt bien foutu. Après, là, le problème, c'est que depuis le premier balle perdue, il y a eu une Deuxième. pelletée. Ouais, il y a Ouais. un deuxième, il y a une pelletée de films Un peu dans le même Dans genre. dans le même genre. AK, par exemple. Ou... Il y a même un film au cinéma là, qui sort le jour où on enregistre, qui s'appelle Rapide. Rapide. On dirait que c'est un film Netflix, en fait. Il y a Alban Lenoir, c'est un film d'action. Paola le Canti. Locatelli. Ouais. Locatelli, Paola ouais. Locatelli qui était dans la version des Liaisons Dangereuses de Netflix. Oh là là, Donc c'est très étonnant. C'est un film Netflix, mais qui passe au cinéma. Bon, bah, pourquoi pas. c'est Universal qui fait ça. hein, Ouais. j'ai pas Donc compris. le problème, c'est que là, je pense que le troisième balle perdue, bon, on arrive peut-être au bout un peu de ce genre de film. Après, de ce que j'ai vu là, notamment de quelques images de bande-annonce making-of, ça a l'air quand même assez impressionnant. Mm. Donc visuellement, ce sera toujours bien. Après, moi, je pense que voilà, pas plus quoi. Ce serait bien qu'il la retrouve à un moment. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça va S'il se te plaît. maintenir. Je pense que Stéphanie. ça va se maintenir comme les Fast and Furious. Je pense qu'il peut y en avoir plein. En fait. Tu crois ouais. C'est Ouais, je vraiment pense leur qu'ils- franchise d'action. Ouais, je pense qu'ils ont leur public et que le public qui suit, il va continuer. Moi, ça me fait juste plaisir pour Alban Lenoir, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un bon acteur, c'est un chouette gars, donc je suis contente qu'il engrange des sous-sous, le petit Alban. Changement de registre. Love, Death and Robots saison 4 le 15 mai sur Netflix. Non, j'y crois pas trop. Non, Mm. trop pointu. Trop pointu. Ouais. Pas en France, en fait. Ouais. Puis même, j'ai pas l'impression que Enfin, vous me direz, c'est vous qui êtes au quotidien sur le sujet, mais j'ai même pas l'impression que les saisons 1 à 3 étaient un gros buzz chez nous, en tout cas. C'est assez Après- niche quand même, je Ouais. pense. Voilà. ouais, Mais après, ouais, le public niche. français est quand même assez compliqué. Voilà, on est. Non, ils veulent des trucs populaires. Marc. Ouais, je pense que c'est assez niche. Après, c'est une bonne critique, je crois quand même. C'est un bon. Je suis pas sûr que ça marche très fort chez nous, non. Je pense pas. Non. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des séries d'animation qui arrivent beaucoup maintenant dans les tops. Des plateformes, notamment sur Netflix. Je pense à Devil May Cry et ce genre d'adaptation d'animés, etc., qui fonctionnent bien et on n'entend pas forcément. Mhm. Mais par contre, le public, il est là. Et après, Love, Death and Robots, on est plus sur de l'animation pour adultes, assez dark. Très, ouais. Ouais. Ouais, assez pointu, dark et tout. Donc, Il y a moins le phénomène de surprise du début. C'est un peu grâce à Arcane aussi, ça. oui. Tu vois, Ouais, bien sûr. enfin, je pense. Mais Arcane a un côté plus c'était grand public. Ouais, c'était Ouais. après Et aussi. c'est- Arcane, Arcane, c'était c'est arrivé après, ouais. Mais Arcane a Oui, un non, côté mais le plus grand fait public. qu'aujourd'hui, en fait, tu as un nouveau public qui soit vraiment très consommateur de l'animé. ça, tu vois, Mm. sur l'anime. L'animation. Et dernière série qui va arriver le 22 mai sur Netflix, Sirens, avec un beau casting, notamment Julianne Moore, Kevin Bacon, Megan Fahey, qui a été dans The White Lotus, je crois, et Millie Alcock, qu'on a vu dans House of the Dragon, il me semble.
J'adore Julianne Moore. Oui, j'allais dire, tu aurais pu t'arrêter à Julianne Moore. Hein. Ouais, C'est bon. voilà. De toute façon, la moitié des gens que tu as cités, je sais pas qui c'est. Tu aurais pu me dire, il y a Madame Michu et Philippe Tartampion. Je t'aurais dit, non. Tu vois leur visage. Une comédie noire qui se déroule dans un domaine balnéaire avec un week-end explosif. C'est White Lotus, ça. Ça fait aussi, Ouais, moi, ça me fait ressemble. aussi penser un peu à... Au truc avec Nicole Kidman. Exactement, un couple parfait. D'ailleurs, ouais. dans lequel jouait Megan Fahy. Ah non, moi je pensais à l'autre sur Prime, tu sais. Nine Perfect Strangers, Ouais, un peut-être. truc comme ça, ouais. Le genre peut marcher, hein, en vrai. C'est Netflix? C'est Netflix. Bon, ça va marcher. Ouais. Peut-être plus à l'international aussi. Oui, c'est vrai que Julianne Un Moore, autre elle est- truc, même si moi mais, j'ai une passion incommensurable, je pense qu'elle n'a pas la même aura en France Non. qu'elle peut avoir dans tous les autres pays du monde. C'est pour ça que je vous dis, on est les petits Gaulois, on Après, est les Astérix. Ça dépend Les comment la Lux. série est écrite et réalisée aussi. C'est-à-dire qu'en fait, Toujours. là, pour l'instant, juste sur le pitch et sur le casting, moi, j'ai tendance à penser que ça va marcher. Ouais. Après, effectivement, si le traitement est un peu pointu, un peu... J'imagine que s'il y a Julianne Moore, on va pas être sur un truc forcément... alors, ça peut être grand public, mais pas forcément, en tout cas, hyper popu. Non. Donc, après, a priori, elle peut changer. Hein. Peut-être on peut se dire, tiens, j'ai envie de faire un thriller un peu série B et Un tout. peu là. comme rapide, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, un thriller un peu... Non, moins fait bien J'y sûr. crois pas trop, mais... Non, mais voilà, peut-être qu'elle va faire un thriller un peu classique Netflix, mais ça m'étonnerait de sa part. Donc, à mon avis, on va être quelque chose d'un peu plus pointu, un peu plus recherché. On va voir si ça devient un coup de cœur ou un coup de gueule d'un prochain épisode de Superstream. Et c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci à nos invités, Thomas Détouché, Thomas Fourcroy, d'être venus défendre leur point de vue. On verra le mois prochain voilà, si nos auditeurs sont d'accord ou pas avec eux. Merci Stéphanie, Émilie, Marc. Merci. Pour à toi. votre bonne humeur légendaire, même si ça a failli déraper sur le foot. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas bien sûr à commenter et partager cet épisode.